Les transformations de la puberté. Avec le commencement de la puberté, apparaissent des transformations qui amèneront la vie sexuelle infantile à sa forme définitive et normale. La pulsion sexuelle était jusqu'ici essentiellement auto-érotique. Elle va maintenant découvrir l'objet sexuel. Elle provenait de pulsions partielles et de zones érogènes qui, indépendamment les unes des autres, recherchaient comme unique but de la sexualité un certain plaisir. Maintenant, un but sexuel nouveau est donné, à la réalisation duquel toutes les pulsions partielles coopèrent, tandis que les zones érogènes se subordonnent au primat de la zone génitale. Le nouveau but sexuel déterminant pour les deux sexes des fonctions très différentes, les évolutions sexuelles respectives divergent fortement. Celle de l'homme est la plus logique, la plus facile à interpréter, tandis que chez la femme se produit une espèce de régression. Le caractère normal de la vie sexuelle est assuré par la conjonction vers l'objet et le but sexuel de deux courants, celui de la tendresse et celui de la sensualité. Le premier de ces courants comprend en soi ce qui a subsisté de la première floraison de la sexualité infantile. Il se produit quelque chose de comparable au percement d'un tunnel entrepris par les deux côtés. Chez l'homme, le but sexuel consiste dans l'émission des produits génitaux. Loin d'être étranger à l'ancien but qui était le plaisir, le nouveau but lui ressemble en ce que le maximum de plaisir est attaché à l'acte final du processus sexuel. La pulsion sexuelle se met maintenant au service de la fonction de reproduction. Elle devient pour ainsi dire altruiste. Pour comprendre que cette transformation puisse réussir, nous devons tenir compte des dispositions originelles et des caractères propres des pulsions. Comme dans tous les cas où se créent dans l'organisme de nouvelles combinaisons et de nouveaux rapports en vue d'un mécanisme complexe, des troubles peuvent se produire si le processus vient à être suspendu. Tous les troubles morbides de la vie sexuelle peuvent, à bon droit, être considérés comme résultant d'inhibition dans le cours du développement. Le primat des zones génitales et le plaisir préliminaire. Le commencement et le but final de l'évolution que nous venons de décrire nous apparaissent clairement. Les stades intermédiaires nous sont encore souvent obscurs. Nous devrons leur laisser plus d'une énigme. Pour déterminer le processus de la puberté, on a choisi ce qu'il y a de plus frappant, savoir le développement de l'appareil génital externe, dont l'arrêt relatif de croissance correspond à la période de latence sexuelle de l'enfance. En même temps, le développement des organes génitaux internes a amené à maturité les produits génitaux, et les a rendus capables de former un nouvel être. Ainsi, s'est constitué un appareil d'une grande complexité, prêt à être utilisé. Cet appareil peut être mis en action par des excitations, et l'observation nous fait connaître que les excitations peuvent naître de trois manières différentes. Ou bien elles proviennent du monde extérieur, par la stimulation des zones érogènes que nous connaissons déjà, ou bien elles procèdent de l'intérieur de l'organisme, par des voies qui restent encore à étudier, ou enfin, elles ont pour point de départ la vie psychique, qui se présente comme un réservoir d'impressions extérieures et un poste de réception pour les excitations intérieures. Ces trois mécanismes déterminent un état que nous appelons excitation sexuelle. Ils se manifestent par des symptômes de deux ordres, les uns psychiques, les autres somatiques. Les symptômes psychiques consistent en un certain état de tension de caractère particulièrement pressant. Parmi les nombreux symptômes physiques, nous citerons en premier lieu une série de modifications de l'appareil génital dont la signification n'est pas douteuse, une préparation à l'acte sexuel. La tension sexuelle. En considérant le caractère de tension de l'excitation sexuelle, on est amené à se poser un problème dont la solution serait aussi difficile qu'importante pour l'interprétation des processus sexuels. Quelles que soient les divergences d'opinion que nous trouvions dans la psychologie moderne, je maintiens qu'un sentiment de tension a toujours un caractère de déplaisir. Ce qui me décide à l'admettre, c'est qu'un tel sentiment comporte un besoin de changement de la situation psychologique, ce qui est complètement étranger au plaisir. Mais dès le moment où nous classons la tension provoquée par l'excitation sexuelle parmi les sentiments de déplaisir, nous nous heurtons au fait que cette tension, sans aucun doute, est ressentie comme plaisir. Partout, dans tous les processus sexuels, on trouve à la fois tension et plaisir. Et même dans les manifestations préparatoires dans l'appareil génital, apparaît une sorte de satisfaction. Il resterait donc à savoir comment la tension, qui a un caractère de déplaisir,
et le sentiment de plaisir peuvent s'accorder. Ce qui se rapporte au problème du plaisir et du déplaisir touche à l'un des points sensibles de la psychologie moderne. Nous nous bornerons à tirer de cette étude les renseignements qu'elle peut nous donner, et nous éviterons d'envisager l'ensemble du problème lui-même. Commençons par jeter un regard sur la manière dont les zones érogènes s'adaptent à l'ordre nouveau. Il leur revient un rôle important dans le stade initial de l'excitation sexuelle. L'œil, zone érogène la plus éloignée de l'objet sexuel, joue un rôle particulièrement important dans les conditions où s'accomplira la conquête de cet objet, en transmettant la qualité spéciale d'excitation qui nous donne le sentiment de la beauté. Les qualités de l'objet sexuel, nous les nommerons excitantes. Cet excitant détermine d'une part un plaisir, il entraîne d'autre part une augmentation de l'excitation sexuelle, ou la provoque si elle manque encore. Si à cette première excitation s'en ajoute une autre, provenant d'une zone érogène différente, par exemple des attouchements de la main, l'effet reste le même. Sentiment de plaisir, bientôt renforcé par un plaisir nouveau, qui provient des modifications préparatoires, et augmentation de la tension sexuelle qui, bientôt, prendra un caractère de déplaisir des plus marqués si on ne lui permet pas d'aboutir au plaisir ultérieur. Le cas est peut-être encore plus clair lorsque, chez une personne qui n'est pas émue sexuellement, une zone érogène particulière est excitée. Cet attouchement suffit à susciter un sentiment de plaisir, en même temps qu'il est plus propre que tout autre à éveiller l'excitation sexuelle, qui appelle à son tour un surcroît de plaisir. Comment se fait-il que, éprouvant le plaisir, on sollicite un plus grand plaisir? Voilà tout le problème. Mécanisme du plaisir préliminaire. Dans ce cas que nous venons de citer, le rôle qui incombe aux zones érogènes est clair. Ce qui est vrai pour l'une d'elles est vrai pour toutes. Elles servent toutes à créer, à la suite d'une excitation appropriée, une certaine somme de plaisir, point de départ de l'accroissement de la tension, laquelle devra à son tour fournir l'énergie motrice nécessaire à l'aboutissement de l'acte sexuel. Son avant-dernière étape est caractérisée par l'excitation appropriée d'une zone érogène, de la zone génitale localisée au gland, par l'objet le plus approprié à cet effet, savoir la muqueuse vaginale. Et le plaisir que cette excitation procure engendre, cette fois-ci par voie réflexe, l'énergie motrice qui commande l'éjaculation des produits génitaux. Ce plaisir ultime, culminant par son intensité, diffère par son mécanisme de ceux qui l'ont précédé. Il est tout entier amené par une détente. C'est un plaisir reposant sur la satisfaction, et avec lui disparaît pour un temps la tension de la libido. Il me paraît justifié de fixer cette différence entre le plaisir provoqué par l'excitation des zones érogènes et le plaisir de l'émission des produits génitaux en employant des termes différents. Le premier de ces plaisirs peut être désigné comme plaisir préliminaire, par opposition au plaisir terminal. Le plaisir préliminaire est cela même à quoi les pulsions sexuelles infantiles peuvent aboutir, encore que d'une façon rudimentaire. La chose nouvelle qui apparaît est le plaisir terminal, lequel par conséquent, selon toute probabilité, est lié à certaines conditions ne se présentant qu'à la puberté. La formule de la nouvelle fonction des zones érogènes peut être énoncée ainsi. Au moyen du plaisir préliminaire, obtenu comme il l'était chez l'enfant, elles servent à produire le plaisir de satisfaction qui représente le degré supérieur. J'ai expliqué récemment, en me servant d'un autre exemple tiré d'un domaine psychologique tout différent, un cas analogue où une jouissance supérieure est atteinte au moyen d'une sensation de plaisir de moindre intensité, qui prend en quelque sorte une valeur de prime d'attraction. Je me suis servi de cet exemple pour analyser de plus près l'essence du plaisir. Danger du plaisir préliminaire. Le rapport que nous venons d'établir entre le plaisir préliminaire et la vie sexuelle de l'enfant est corroboré par l'action pathogène que ce plaisir peut exercer. Dans le mécanisme dont le plaisir préliminaire fait partie, réside manifestement un certain danger. Ce danger, relatif à l'aboutissement normal de l'acte sexuel, se manifeste dès le moment où, à une étape quelconque du processus sexuel préparatoire, le plaisir préliminaire devient trop grand, tandis que la part de tension reste trop faible. Dans ce cas, la force pulsionnelle fléchit, en sorte que le processus sexuel ne peut continuer. Le chemin à parcourir se raccourcit, l'action préparatoire se substitue au but normal de la sexualité. Selon l'expérience, cela suppose que la zone érogène dont il est question
à laquelle correspond la pulsion partielle, a déjà, au cours de la vie infantile, contribué de manière excessive à la production du plaisir. Si plus tard s'ajoutent certaines circonstances qui tendent à créer une fixation, une compulsion apparaîtra, qui s'opposera à ce que le plaisir préliminaire s'intègre au mécanisme nouveau. De nombreuses perversions sont en effet caractérisées par un tel arrêt aux actes préparatoires. On évitera le mieux cet avortement du mécanisme sexuel dû au plaisir préliminaire quand le primat de la zone génitale aura été préformé pendant l'enfance. Au cours de la seconde enfance, de 8 ans jusqu'à la puberté, toutes les dispositions semblent prises à cet effet. Pendant ces années-là, les zones génitales se comportent à peu près de la même manière qu'au temps de la maturité. Elles deviennent le siège d'excitation et de modification préparatoire lorsqu'un plaisir est ressenti provenant de la satisfaction d'une zone érogène quelconque. Et bien que ceci soit encore sans finalité, c'est-à-dire ne contribuant en rien à continuer le processus sexuel. Ainsi, pendant l'enfance, à côté du plaisir de satisfaction, se forme une certaine tension sexuelle, quoique moins constante et moins intense. Et maintenant, nous pouvons comprendre comment, en discutant les sources de la sexualité, nous avons dit avec raison que le processus qui nous occupe agit en satisfaisant sexuellement aussi bien qu'en excitant sexuellement. Cela nous démontre que nous avions d'abord exagéré la différence entre la vie sexuelle infantile et celle de l'âge adulte, et nous apportons la correction nécessaire. Les manifestations infantiles de la sexualité ne déterminent pas seulement les déviations, mais encore les formations normales de la vie sexuelle adulte. Le problème de l'excitation sexuelle. Nous n'avons pas expliqué jusqu'ici d'où provient la tension sexuelle qui accompagne le plaisir lors de la satisfaction des zones érogènes, et quelle peut être sa nature. La première hypothèse qui se présente consiste à supposer que cette tension résulterait en quelque manière du plaisir même. Elle ne peut être acceptée puisque, lors du plaisir culminant lié à l'émission des produits génitaux, non seulement il ne se produit plus de tension, mais encore toute tension disparaît. Cela nous fait admettre que le plaisir et la tension sexuelle ne sont liés entre eux que d'une manière indirecte. Rôle des produits sexuels. Outre ce fait que, normalement, l'émission des produits génitaux met fin à l'excitation sexuelle, d'autres indices nous permettent d'établir une connexion entre la tension et les produits génitaux. Au cours d'une vie continente, l'appareil génital se délivre à des périodes variables, mais avec quelques régularités. Pendant la nuit se produit une décharge accompagnée d'une sensation de plaisir, au cours de l'hallucination du rêve qui représente un acte sexuel. Pour expliquer ce processus, la pollution nocturne, on est tenté de croire que la tension sexuelle, qui s'est trouvé le raccourci de l'hallucination pour remplacer l'acte, existe en fonction de l'accumulation du sperme dans les réservoirs des produits génitaux. Les expériences que l'on peut faire sur l'épuisement du mécanisme sexuel fournissent des indications dans le même sens. Lorsque les réserves séminales sont épuisées, non seulement l'accomplissement de l'acte sexuel devient impossible, mais encore l'excitabilité des zones érogènes fait défaut. Même excitées par des moyens appropriés, les zones ne produisent plus de plaisir. C'est ainsi que nous constatons en passant qu'un certain degré de tension sexuelle est nécessaire pour que les zones érogènes puissent entrer en état d'excitation. On serait ainsi amené à émettre une supposition qui, si je ne me trompe, est assez généralement admise, et selon laquelle l'accumulation des produits génitaux créerait la tension et l'entretiendrait. Le phénomène proviendrait peut-être d'une pression que ces produits exerceraient sur les parois de leur réservoir, laquelle agirait comme excitant d'un centre médulaire dont l'état serait à son tour perçu par les centres supérieurs, en sorte que le sentiment de tension apparaîtrait dans la conscience. Le fait que l'excitation des zones érogènes augmente la tension sexuelle ne pourrait alors s'expliquer que si nous admettions que ces zones érogènes sont liées au centre par des connexions anatomiques préformées, qu'elles augmentent dans ces centres le tonus de l'excitation, et enfin que la tension, ayant atteint un degré suffisant, provoque l'acte sexuel, ou si elle est insuffisante, incite à la production de produits génitaux. La faiblesse de cette doctrine, que nous retrouvons par exemple dans la description que donne Krafft-Ebing du processus sexuel, réside en ceci. Tenant exclusivement compte de l'activité sexuelle chez l'adulte, elle néglige en grande partie 3 ordres de fonctions qu'elle devrait éclaircir.
chez l'enfant, chez la femme et chez le chat très mâle. Dans ces trois cas, il ne peut être question d'une accumulation des produits génitaux, ce qui rend l'application intégrale de la théorie difficile. Toutefois, on peut concéder qu'il existe certains témoignages permettant d'y faire rentrer ces cas eux-mêmes. Il reste néanmoins qu'il faut se garder d'attribuer à l'ensemble des facteurs que nous venons d'examiner un rôle qu'il ne me semble pas capable de jouer. Importance de l'appareil sexuel interne. Ce qui prouve que l'excitation sexuelle est, à un degré appréciable, indépendante de la formation des produits génitaux, ce sont les expériences faites sur les chats très mâles, qui parfois conservent une libido intacte malgré l'opération subie. En outre, on sait depuis longtemps que des maladies ayant supprimé la production des glandes génitales chez l'homme laissent intacte la libido et la puissance de l'individu devenu stérile. Il n'est donc pas étonnant, comme Rigueur semble le trouver, que la perte des glandes spermatogènes, à un âge déjà avancé, puisse rester sans influence sur l'attitude psychique de l'individu. Il est vrai que la castration effectuée avant l'âge de la puberté, pendant l'âge tendre, entraîne jusqu'à un certain point la suppression des caractères sexuels, et dans ce cas, il se pourrait qu'en dehors de la perte des glandes génitales, une inhibition d'évolution résultant de leur destruction se produisit. Théorie chimique. Les expériences d'ablation des glandes génitales, ovaires et testicules, faites sur des animaux, et des greffes de nouveaux organes chez les vertébrés, ont enfin jeté une lumière sur l'origine de l'excitation sexuelle, et diminué encore l'importance que l'on peut attacher à l'accumulation des produits cellulaires génitaux. Il a été possible, expérimentalement, de changer un mâle en une femelle, et inversement, ce qui produit une transformation simultanée dans l'attitude de l'animal, et qui correspond au caractère sexuel somatique. Toutefois, cette influence déterminant le sexe ne serait pas attribuable à la partie de la glande génitale qui produit les cellules spécifiques, mais au tissu interstitiel qui, pour cette raison, est désigné comme glande de la puberté par les auteurs que nous venons de citer. Il est possible que les recherches ultérieures aient pour résultat de nous faire admettre que la glande de la puberté est à l'état normal androgyne, ce qui donnerait un fondement anatomique à la vie bisexuelle des animaux supérieurs. Il est, dès maintenant, probable qu'elle n'est pas l'unique organe jouant un rôle dans la production de l'excitation sexuelle. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, la nouvelle découverte biologique est liée à ce que nous avons dit précédemment sur l'action du corps thyroïde à l'égard de la sexualité. Nous sommes maintenant autorisés à croire que la partie interstitielle des glandes génitales produit des matières chimiques d'un caractère particulier, qui, véhiculées par la circulation sanguine, amènent certaines parties du système nerveux central à un état de tension sexuelle. Nous connaissons déjà le cas de transformation d'une excitation provenant de certaines toxines exogènes en une excitation organique de caractère spécifique. Présentement, il ne peut être question d'étudier, même sous forme d'hypothèse, comment l'excitation sexuelle prend naissance par la stimulation de zones érogènes, précédée d'une tension de l'appareil central, et quelles sont les complications d'excitation purement toxiques et physiologiques qui résultent de ces processus. Il suffit de dégager ici d'une telle conception la notion de certaines substances d'un caractère particulier dérivant du métabolisme sexuel. Car cette théorie, qui peut d'abord paraître arbitraire, est appuyée sur un fait très important. Celles des névroses qui peuvent se ramener à des troubles de la vie sexuelle ont la plus grande ressemblance clinique avec les phénomènes d'intoxication et d'état de besoin qu'engendre l'ingestion habituelle de certains toxiques qui procurent du plaisir. Théorie de la libido. L'hypothèse selon laquelle l'excitation sexuelle aurait une base chimique concorde parfaitement avec les conceptions que nous nous sommes formées pour nous aider à comprendre et à dominer les manifestations psychiques de la vie sexuelle. Nous nous sommes arrêtés à une notion de la libido qui en fait une force quantitativement variable nous permettant de mesurer les processus et les transformations dans le domaine de l'excitation sexuelle. Nous distinguons la libido de l'énergie qu'il faut supposer à la base de tous les processus psychiques en général. La distinction que nous établissons correspond aux origines propres de la libido. Nous lui prêtons ainsi, en plus de son caractère quantitatif, un caractère qualitatif. Quand nous distinguons l'énergie de la libido de toute autre énergie psychique, nous supposons que les processus sexuels de l'organisme se distinguent des fonctions de nutrition par un chimisme particulier. L'analyse des perversions et des psychonévroses nous a fait connaître
que cette excitation sexuelle ne provient pas seulement des parties dites génitales, mais de tous les autres organes. Nous nous formons ainsi la notion d'une quantité de libido dont le représentant psychique serait ce que nous appelons la libido du moi, dont la production, l'augmentation et la diminution, la répartition et les déplacements, devront nous fournir les moyens d'expliquer les phénomènes psychosexuels. Toutefois, la libido du moi ne devient accessible à l'analyse que lorsqu'elle s'est emparée d'objets sexuels, c'est-à-dire quand elle est devenue la libido d'objet. C'est alors que nous la voyons se concentrer sur des objets, s'y fixer ou les abandonner, les quitter pour se tourner vers d'autres objets, et des positions dont elle s'est emparée, commander l'activité sexuelle des individus, mener enfin à la satisfaction, c'est-à-dire à une extinction partielle et temporaire de la libido. La psychanalyse, de ce que nous avons coutume de nommer les névroses de transfert, permet d'arriver sur ce point à des certitudes. En ce qui concerne la libido d'objet, nous voyons que, détachée de ces objets, elle reste en suspens dans des conditions particulières de tension, et que, finalement, elle rentre dans le moi, de sorte qu'elle redevient libido du moi. Nous appelons aussi la libido du moi, en opposition à la libido d'objet, libido narcissique. La psychanalyse nous conduit à jeter un regard vers une région qu'il ne nous est pas permis d'explorer, celle de la libido narcissique, et de nous former une idée des rapports entre les deux libidos. La libido du moi, ou narcissique, nous apparaît comme formant le grand réservoir d'où partent les investissements d'objets et vers lequel ils sont ensuite ramenés. L'investissement libidinal du moi nous apparaît comme l'état originel réalisé dans l'enfance, état qui s'est trouvé masqué ultérieurement lorsque la libido s'est orientée vers l'extérieur, mais qui, au fond, s'est conservé. Une théorie de la libido, qui prétendrait expliquer les troubles névrotiques et psychotiques, devrait pouvoir exprimer tous les phénomènes observés, et ceux qu'on peut en inférer dans les termes que nous fournit l'analyse de la libido même. On supposera facilement que les transformations de la libido du moi seront d'une importance majeure, surtout là où il s'agit d'expliquer les troubles profonds de nature psychotique. Ce qui rend l'entreprise malaisée, c'est que si jusqu'à présent la psychanalyse nous renseigne d'une manière certaine sur les transformations de la libido d'objet, par contre, elle n'est pas encore à même de distinguer de manière nette la libido du moi des autres énergies qui agissent dans le moi. C'est pourquoi on ne peut actuellement poursuivre une théorie de la libido que par la méthode spéculative. Mais on renonce à tout ce que nous ont apporté les observations psychanalytiques faites jusqu'ici si, avec Jung, on dilue la notion de libido en l'identifiant à celle d'énergie psychique en général. La discrimination des pulsions sexuelles des autres, la limitation de la notion de libido aux pulsions sexuelles trouvent leur plus puissant appui dans l'hypothèse que nous avons formulée plus haut, relative à un chimisme particulier de la fonction sexuelle. Différenciation des sexes. On sait que c'est seulement à la période de la puberté que l'on voit apparaître une distinction nette entre le caractère masculin et le caractère féminin, opposition qui, par la suite, exerce plus que tout autre une influence décisive sur le cours de la vie. Il est vrai que les dispositions mâles et femelles se manifestent déjà durant l'âge infantile. Le développement des inhibitions sexuelles s'accomplit de bonne heure chez les petites filles et rencontre moins de résistance que chez les jeunes garçons. Chez les filles également, le penchant au refoulement sexuel paraît jouer un plus grand rôle. Et lorsque les pulsions sexuelles partielles se manifestent, elles prennent de préférence la forme passive. Toutefois, l'activité auto-érotique des zones érogènes est la même pour les deux sexes. Et ceci empêche que, dans l'âge infantile, la différence sexuelle soit aussi manifeste qu'elle le sera après la puberté. Si on prend en considération les manifestations auto-érotiques et masturbatoires, on peut émettre la thèse que la sexualité des petites filles a un caractère foncièrement mâle. Bien plus, en attachant aux conceptions de mâle et femelle des notions plus précises, on peut affirmer que la libido est, de façon constante et régulière, d'essence mâle, qu'elle apparaisse chez l'homme ou chez la femme, et abstraction faite de son objet, homme ou femme. Depuis que j'ai eu connaissance de la théorie de la bisexualité, j'ai attaché une importance décisive à ce facteur. Et je crois qu'on ne saurait interpréter les manifestations sexuelles de l'homme et de la femme sans en tenir compte. Zone érogène conductrice chez l'homme et chez la femme. Ajoutons encore que, chez la petite fille,
La zone érogène conductrice est localisée au clitoris, qui est l'homologue de la zone génitale mâle située dans le gland. Tout ce que mon expérience a pu m'apprendre sur la masturbation des petites filles m'a démontré l'importance du clitoris à l'exclusion des autres parties génitales externes, dont le rôle décisif dans la vie sexuelle n'apparaîtra que plus tard. Je doute même que la petite fille, à de rares exceptions près, puisse être amenée, sous l'influence de la séduction, à autre chose qu'à la masturbation clitoridienne. Les manifestations sexuelles spontanées que l'on rencontre si fréquemment chez les petites filles apparaissent sous la forme de contractions spasmodiques du clitoris, et les érections si fréquentes de cet organe suffisent à les renseigner sur les manifestations sexuelles de l'autre sexe, en leur permettant de traduire par leurs propres sensations ce que le jeune garçon éprouve. Si l'on veut comprendre l'évolution qui conduit la petite fille à la femme, il faut suivre les différentes phases par lesquelles passe l'excitation clitoridienne. La puberté, qui chez le jeune garçon amène la grande poussée de la libido, est caractérisée chez la jeune fille par une nouvelle vague de refoulement, qui atteint particulièrement la sexualité clitoridienne. Ce qui est alors refoulé, c'est un élément de sexualité mâle. Le renforcement des obstacles opposés à la sexualité, qui apparaît lors du refoulement caractéristique de la puberté, procure un élément excitant à la libido de l'homme, et l'incite à une activité plus intense. Proportionnée à l'augmentation de la libido, la surestimation sexuelle augmente, et atteint alors son plein épanouissement, en face de la femme qui se refuse et renie son caractère sexuel. Le clitoris, quand il est excité lors de l'acte sexuel, auquel finalement la femme se prête, garde son rôle qui consiste à transmettre l'excitation aux parties génitales contiguës, un peu à la façon d'un bois d'allumage qui sert à faire brûler du bois plus dur. Il se passe parfois un certain temps avant que cette transmission ait lieu, pendant lequel la jeune femme n'est pas sensibilisée au plaisir. Une telle insensibilité peut s'établir de façon durable, lorsque la zone du clitoris se refuse à transmettre son excitation, ce qui peut être dû principalement à son activité excessive pendant la période infantile. On sait que l'insensibilité des femmes est le plus souvent apparente et simplement locale. Insensibles aux excitations de l'orifice vaginal, elles ne le sont pas à une excitation partant du clitoris, ou même d'une autre zone. À ces causes érogènes d'insensibilité s'ajoutent d'autres causes, de caractère psychique qui, comme les premières, sont conditionnées par un refoulement. Quand la transmission de l'excitation érogène s'est faite du clitoris à l'orifice du vagin, un changement de zone conductrice s'est opéré chez la femme, dont dépendra à l'avenir sa vie sexuelle, tandis que l'homme, lui, a conservé la même zone depuis son enfance. Avec ce changement de la zone érogène conductrice, avec la poussée de refoulement dans la période de puberté, qui semble pour ainsi dire vouloir supprimer le caractère de virilité sexuelle chez la petite fille, nous trouvons les conditions qui prédisposent la femme aux névroses, et particulièrement à l'hystérie. Ces conditions dépendent étroitement de l'essence de la féminité. La découverte de l'objet. Dans le même temps où le processus de la puberté amène le primat des zones génitales, où la poussée du membre viril devenu érectile indique le nouveau but, c'est-à-dire la pénétration dans une cavité qui saura produire l'excitation, le développement psychique permet de trouver l'objet à la sexualité, ce qui avait été préparé depuis l'enfance. À l'époque où la satisfaction sexuelle était liée à l'absorption des aliments, la pulsion trouvait son objet au dehors, dans la succion du sein de la mère. Cet objet a été ultérieurement perdu, peut-être précisément au moment où l'enfant est devenu capable de voir dans son ensemble la personne à laquelle appartient l'organe qui lui apporte une satisfaction. La pulsion sexuelle devient dès lors auto-érotique, et ce n'est qu'après avoir dépassé la période de latence que le rapport originel se rétablit. Ce n'est pas sans raison que l'enfant au sein de la mère est devenu le prototype de toute relation amoureuse. Trouver l'objet sexuel n'est en somme que le retrouver. L'objet sexuel dans la période d'allaitement. Toutefois, de ce rapport sexuel qui est le premier et le plus important de tous, il subsiste, même après la séparation effectuée de l'activité sexuelle d'avec l'absorption des aliments, un résidu important qui contribue à préparer le choix de l'objet et ainsi à retrouver le bonheur perdu. Pendant toute la période de latence, l'enfant apprend à aimer d'autres personnes qui l'aident, dans sa détresse originelle, et qui satisfont à ses besoins. Et cet amour se forme sur le modèle des rapports établis avec la mère pendant la période d'allaitement et en continuation avec ceux-ci. On se refusera peut-être à identifier les sentiments tendres et les préférences de l'enfant pour les personnes qui en ont la charge avec l'amour sexuel.
mais je crois qu'une recherche psychologique plus approfondie peut établir cette identité avec une absolue certitude. Les rapports de l'enfant avec les personnes qui le soignent sont pour lui une source continue d'excitation et de satisfaction sexuelle partant des zones érogènes. Et cela d'autant plus que la personne chargée des soins, généralement la mère, témoigne à l'enfant des sentiments dérivant de sa propre vie sexuelle, l'embrasse, le berce, le considère sans aucun doute comme le substitut d'un objet sexuel complet. Il est probable qu'une mère serait vivement surprise si on lui disait qu'elle éveille ainsi, par ses tendresses, la pulsion sexuelle de son enfant, et en détermine l'intensité future. Et elle croit que ces gestes témoignent d'un amour asexuel et pur, dans lequel la sexualité n'a aucune part, puisqu'elle évite d'exciter les organes sexuels de l'enfant, plus que ne les demandent les soins corporels. Mais la pulsion sexuelle, nous le savons, n'est pas éveillée seulement par l'excitation de la zone génitale. Ce que nous appelons tendresse ne pourra manquer d'avoir un jour une répercussion sur la zone génitale. D'ailleurs, si la mère était mieux renseignée sur l'importance des pulsions dans l'ensemble de la vie mentale, dans toute l'activité éthique et psychique, elle éviterait de se faire le moindre reproche. Car elle ne fait qu'accomplir son devoir quand elle apprend à aimer un enfant, qui doit devenir un être complet et sain, doué d'une sexualité bien développée, et qui, dans sa vie, devra suffire à tout ce que la pulsion lui commande. Il est vrai qu'un excès de tendresse parentale deviendra nuisible, parce qu'il pourra amener une sensualité précoce, qu'il gâtera l'enfant, qu'il le rendra incapable de renoncer pendant un temps à l'amour ou de se satisfaire d'un amour plus mesuré. Le fait que l'enfant se montre insatiable dans son besoin de la tendresse parentale est un des meilleurs présages d'une nervosité ultérieure. Et d'autre part, ce seront précisément des parents névropathes qui, comme on le sait, sont enclins à une tendresse démesurée, qui éveilleront par leurs caresses les prédispositions de l'enfant à des névroses. Cet exemple nous montre ainsi qu'il y a des voies plus directes que l'hérédité pour la transmission des névroses aux enfants. Angoisse infantile. La conduite des enfants, dès l'âge le plus tendre, indique bien que leur attachement aux personnes qui les soignent est de la nature de l'amour sexuel. L'angoisse chez les enfants n'est à l'origine pas autre chose qu'un sentiment d'absence de la personne aimée. C'est aussi pourquoi ils s'approchent de tout étranger avec peur. Ils sont angoissés dans l'obscurité, car on n'y voit pas la personne aimée. Et cette angoisse ne s'apaise que lorsqu'ils peuvent tenir sa main. Nous exagérons l'importance des loups-garous et des histoires effrayantes de nourrices quand nous les rendons responsables des peurs infantiles. Seuls, les enfants prédisposés se laissent impressionner par de tels contes, qui restent sans effet sur les autres. Ce sont les enfants dont la pulsion sexuelle est précoce ou devenue excessive et exigeante qui montrent une prédisposition aux angoisses. L'enfant se comporte dans ce cas comme l'adulte. Sa libido se change en angoisse dès le moment qu'elle ne peut atteindre à une satisfaction. Et l'adulte, devenu névrosé par le fait d'une libido non satisfaite, se comportera dans ses angoisses comme un enfant. Il commence à avoir peur dès qu'il est laissé seul, c'est-à-dire sans une personne sur l'amour de qui il croit pouvoir compter. Et pour se défaire de ses angoisses, il aura recours aux mesures les plus puériles. La barrière contre l'inceste. Si la tendresse des parents réussit à ne pas éveiller la pulsion sexuelle de l'enfant prématurément, c'est-à-dire si elle évite de lui donner, avant que les conditions physiques de la puberté soient réalisées, une intensité telle que l'excitation psychique se porte d'une façon non douteuse sur le système génital, alors cette tendresse pourra satisfaire à la tâche qui lui incombe et qui consiste à guider l'enfant devenu adulte dans le choix de l'objet sexuel. Certes, l'enfant tendrait naturellement à choisir les personnes qu'il a aimées depuis son enfance, par l'effet d'une libido en quelque sorte atténuée. Mais la maturité sexuelle ayant été différée, on a gagné le temps nécessaire pour édifier, à côté d'autres inhibitions sexuelles, la barrière contre l'inceste. L'enfant a pu se pénétrer des préceptes moraux qui excluent expressément du choix de l'objet les personnes aimées pendant l'enfance, appartenant au même sang que lui. Une telle inhibition est commandée par la société, obligée d'empêcher que la famille n'absorbe toutes les forces dont elle doit se servir pour former des organisations sociales supérieures. La société fait alors usage de tous les moyens afin que, en chacun de ses membres, et particulièrement chez l'adolescent, se relâchent les liens familiaux qui existaient seuls pendant l'enfance. Mais le choix de l'objet s'accomplit d'abord sous la forme de représentation. Et la vie sexuelle de l'adolescent ne peut pour le moment que s'abandonner à des fantasmes, c'est-à-dire à des représentations qui ne sont pas destinées à se réaliser. Dans ces fantasmes, on retrouve chez tous les hommes les tendances et inclinations de l'enfant renforcées
alors par le développement somatique. Et parmi ces tendances, celle qui compte le plus par l'importance et la fréquence est l'inclination sexuelle qui, la plupart du temps, a acquis un caractère différencié en vertu de l'attirance sexuelle de l'enfant vers les parents, le fils vers la mère et la fille vers le père. En même temps que ces fantasmes incestueux sont rejetés et dépassés, s'accomplit un travail psychologique propre au temps de la puberté, qui compte parmi les plus importants, mais aussi les plus douloureux. Savoir l'effort que fait l'enfant pour se soustraire à l'autorité des parents. Effort qui seul produit l'opposition, si importante pour le progrès, entre la nouvelle génération et l'ancienne. À chacune de ces phases du développement que doit connaître l'être normal, certains individus peuvent s'arrêter, et c'est ainsi que l'on trouve des personnes qui jamais ne se sont soustraites à l'autorité paternelle, qui n'ont pas su détacher de leurs parents leurs sentiments tendres, ou du moins n'ont pu le faire que de manière imparfaite. Il s'agit surtout de jeunes filles qui, à la grande joie des parents, restent attachées, bien au-delà de la puberté, à l'amour filial plein et entier. Il est intéressant de constater que ces jeunes filles, quand elles viennent à se marier, ne sont pas en état de donner à leur mari tout ce qui lui est dû. Ce seront des épouses froides, et elles resteront sexuellement insensibles. On peut en déduire que l'amour filial, apparemment non sexuel, et l'amour sexuel s'alimentent aux mêmes sources, c'est-à-dire que l'amour filial n'est qu'une fixation infantile de la libido. Plus on considère de près les troubles profonds de l'évolution psychosexuelle, et plus on prend conscience de l'importance que l'élément incestueux a dans le choix de l'objet. Dans les cas de psychonévrose, l'activité psychosexuelle recherchant l'objet reste dans l'inconscient, en grande partie ou en totalité, par suite d'une délégation de la sexualité. Les jeunes filles qui éprouvent un besoin de tendresse excessive, en même temps qu'une horreur également excessive devant les exigences de la vie sexuelle, sont exposées à une tentation irrésistible qui les mène d'une part à rechercher dans la vie l'idéal d'un amour asexuel, et d'autre part à masquer leur libido par une tendresse qu'elles peuvent manifester sans avoir à se faire de reproches, en conservant toute leur vie leur affection infantile pour les parents, les frères et les sœurs, affection que la puberté a renouvelée. La psychanalyse, qui recherche à travers les symptômes morbides leur pensée inconsciente et l'amène en même temps à la conscience, pourra sans difficulté prouver à des individus de ce type qu'ils sont amoureux de leurs parents, dans le sens ordinaire que l'on donne au mot. Il en est de même dans les cas où un individu, qui a commencé par être normal, présente des caractères pathologiques à la suite d'un amour malheureux. On pourra avec certitude démontrer que le mécanisme de la maladie consiste en un retour de la libido aux personnes aimées pendant l'enfance. Effet lointain du choix d'objets infantiles. Celui qui a évité une fixation incestueuse de sa libido n'est pas, par cela même, libéré de l'influence de celle-ci. C'est sans aucun doute un retentissement de la phase initiale qui porte un jeune homme à choisir, pour ses premières amours sérieuses, une femme d'âge mûr, et une jeune fille à aimer un homme âgé, jouissant d'une certaine considération. Ces personnes font revivre en eux l'image de la mère ou celle du père. On peut admettre que le choix de l'objet, en général, se fait en s'étayant d'une façon plus libre sur ces deux modèles. Avant tout, l'homme recherche l'image de sa mère, image qu'il a dominée depuis l'enfance. Ce fait s'accorde assez bien avec l'autre fait que la mère encore vivante s'oppose vivement à cette nouvelle version d'elle-même, et lui témoigne de l'hostilité. Si l'on tient ainsi compte de l'importance qu'ont les rapports des enfants envers leurs parents pour la détermination du choix ultérieur de l'objet sexuel, on comprend sans difficulté que tout ce qui trouble ces rapports chez l'enfant aura les suites les plus graves pour la vie sexuelle adulte. Ainsi, la jalousie des amants a sans doute ses racines dans les expériences de l'enfance, ou du moins elle est renforcée par elles. Les querelles des parents entre eux, un mariage malheureux entraîne comme suite de lourdes prédispositions à des troubles du développement sexuel ou à des névroses chez leur enfant. L'affection de l'enfant pour ses parents laisse les impressions les plus profondes, peut-être qui, renouvelées pendant la puberté, commanderont la direction du choix de l'objet. Mais ce n'est pas le seul facteur dont il faille tenir compte. D'autres directions, qui ont une origine aussi lointaine, permettent à l'adulte, en s'inspirant des expériences faites pendant l'enfance, de développer plusieurs séries sexuelles, c'est-à-dire de réaliser les conditions les plus différentes dans la détermination du choix de l'objet. Prévention de l'inversion. Un des buts évidents du choix consiste à se porter sur un objet appartenant au sexe opposé. Le problème, on le sait,
ne se résout qu'après certains tâtonnements. Lorsque la puberté est éveillée, l'homme s'égare souvent dans ses premiers mouvements, sans que ces égarements entraînent un mal durable. Dessoir a fait justement remarquer avec quelle régularité les mêmes caractères se retrouvent toujours dans les amitiés enthousiastes ou romanesques des adolescents pour leurs amis du même sexe. La force qui interdit à l'inversion de se prolonger est avant tout l'attraction que les caractères des sexes opposés exercent l'un sur l'autre. Nous ne pouvons ici, dans le cadre de ce travail, essayer une explication de ce phénomène. Mais ce facteur à lui seul ne suffirait pas à écarter l'inversion. Des éléments secondaires s'ajoutent qui agissent dans le même sens. Il faut mentionner en premier lieu l'influence inhibante qu'exerce la société. Là où l'inversion n'est pas considérée comme un crime, on peut constater qu'elle correspond au désir sexuel de nombreux individus. On peut également supposer que chez l'homme, les souvenirs de son enfance, pendant laquelle il fut livré aux tendresses de sa mère ou d'autres femmes de son entourage, contribuent de façon décisive à diriger le choix sur la femme. Tandis que l'intimidation sexuelle exercée de bonne heure par le père à l'égard de l'enfant, la position de rival prise envers lui, détourne le jeune garçon de son propre sexe. Ajoutons toutefois que ces deux facteurs agissent chez la jeune fille dont l'activité sexuelle se développe sous la tutelle particulière de la mère. Ainsi s'établit une attitude hostile de sa part à l'égard de son propre sexe, qui exerce une influence décisive lors du choix de l'objet, dans le cas considéré comme normal. L'éducation des garçons par des personnes du sexe masculin paraît avoir favorisé le développement de l'homosexualité. La fréquence de l'inversion dans la noblesse d'aujourd'hui s'explique mieux lorsque l'on tient compte du fait que dans les familles nobles, on emploie surtout des domestiques mâles, et que les mères s'adonnent moins complètement aux soins de leurs enfants. Dans certains cas d'hystérie, on remarque que les conditions qui ont déterminé le choix de l'objet sexuel, et ainsi ont fixé une inversion permanente, trouvent leur origine dans le fait qu'un des parents est prématurément disparu, qu'il soit mort, qu'il ait divorcé d'avec son conjoint, ou qu'il se soit aliéné l'affection de l'enfant, en sorte que tout l'amour de l'enfant s'est reporté sur la personne qui lui est demeurée. Conclusion. Le moment nous semble venu d'esquisser un tableau d'ensemble. Nous sommes partis des déviations de la pulsion sexuelle relative à son objet et à son but, et nous nous sommes posé la question, ces déviations proviennent-elles d'une disposition innée ou sont-elles acquises? Ce qui nous a permis de répondre, ce sont les renseignements que nous avions tirés de l'attitude sexuelle observée chez des personnes atteintes de psychonévrose, qui forment un groupe nombreux et de caractère assez proche des individus normaux. Nous avons obtenu ces renseignements par la méthode psychanalytique. Nous avons ainsi constaté que chez les individus de cette catégorie, on peut retrouver les dispositions communes à toutes les perversions, sous la forme de forces inconscientes, déterminant toute une série de symptômes. C'est ainsi que nous avons pu dire que la névrose est le négatif de la perversion. Ayant ainsi reconnu combien les dispositions à la perversion étaient répandues, nous nous sommes vus forcés d'admettre que la disposition à la perversion est bien la disposition générale, originelle de la pulsion sexuelle, laquelle ne devient normale qu'en raison de modifications organiques et d'inhibitions psychiques survenues au cours de son développement. Nous conçûmes alors l'espoir de retrouver la disposition originelle chez l'enfant. Parmi les forces limitant la direction de la pulsion sexuelle, nous avons mentionné avant tout la pudeur, le dégoût, la pitié et les représentations collectives de la morale imposées par la société. Ainsi, chaque déviation de la vie sexuelle nous apparaissait, dès le moment où elle s'est fixée, comme résultant d'une inhibition de développement, comme une marque d'infantilisme. Nous avons insisté sur l'influence prépondérante des variations dans les dispositions originelles, tout en admettant qu'entre elles et les influences de la vie, il n'y a pas opposition, mais bien coopération. D'autre part, étant admis que la disposition originelle a un caractère de complexité, la pulsion sexuelle en elle-même nous apparaissait comme un ensemble qui, dans le cas des perversions, se dissocie, de sorte que les perversions peuvent se présenter soit comme le résultat d'inhibition, soit comme l'effet d'une dissociation au cours d'un développement normal. Ces deux conceptions se rejoignant dans l'hypothèse que la pulsion sexuelle des adultes se forme par l'intégration des multiples mouvements et poussées de la vie infantile, de manière à former une unité, une tendance dirigée vers un seul et unique but. Nous expliquions encore la prépondérance des dispositions perverses dans les cas de psychonévrose
en reconnaissant que la maladie était due au détournement, par l'effet du refoulement, du courant principal vers des voies collatérales. Nous avons ensuite analysé la vie sexuelle pendant l'enfance. Nous avons déploré que l'on ait voulu ignorer la pulsion sexuelle de l'enfance et que l'on ait décrit les manifestations sexuelles, si fréquents à cet âge, comme des phénomènes anormaux. Il nous a paru au contraire que l'enfant apporte en venant au monde des germes de vie sexuelle, et que, lors de l'allaitement, il éprouve une satisfaction d'ordre sexuel, qu'ensuite il cherchera à retrouver dans l'acte bien connu de la succion. Cette activité sexuelle de l'enfant ne se développerait pas de la même manière que les autres fonctions. Mais après une courte période d'épanouissement, qui va de la 2e à la 5e année, elle entrerait dans une période de latence. Durant cette période, disons-nous, la production d'excitation sexuelle n'est pas interrompue. Elle se poursuit et fournit une réserve d'énergie qui est en grande partie détournée vers des buts autres que sexuels, c'est-à-dire qu'elle contribue à la formation des sentiments sociaux, et d'autre part, au moyen du refoulement et des formations réactionnelles, elle crée des barrières sexuelles qui serviront plus tard. La conclusion qui semblait s'imposer était que ces forces destinées à maintenir la pulsion sexuelle dans certaines directions se développent pendant l'enfance aux dépens de mouvements sexuels qui ont, pour la plupart, un caractère de perversité, en même temps qu'elles se forment avec l'appui de l'éducation. Une part des mouvements sexuels de l'enfant, échappant à la transformation, peut s'extérioriser dans une activité sexuelle. Ainsi, il semble que l'excitation sexuelle de l'enfant dérive de sources diverses. Avant tout, des zones érogènes qui produisent une satisfaction dès qu'elles sont excitées d'une manière appropriée. Selon toute probabilité, peuvent faire fonction de zones érogènes toutes les régions de l'épiderme, tout organe sensoriel et probablement tout organe quelconque. Mais il existe certaines zones privilégiées dont l'excitabilité est assurée dès le début par certains dispositifs organiques. D'autre part, l'excitation sexuelle se produit, pour ainsi dire, comme produit marginal d'un certain nombre de processus internes, pourvu que ceux-ci aient atteint un degré suffisant d'intensité, surtout quand il s'agit d'émotions fortes, même si celles-ci sont de nature pénible. Les excitations provenant de toutes ces sources ne se coordonnent pas encore en un tout, mais poursuivent chacune un but séparé qui ne représente que le gain d'un plaisir particulier. Ceci nous amène à penser que la pulsion sexuelle pendant l'enfance n'est pas encore centrée, qu'elle est d'abord sans objet, c'est-à-dire auto-érotique. Déjà chez l'enfant, l'existence de la zone érogène localisée à l'appareil génital commence à se manifester, soit que, comme toute autre zone érogène, elles réagissent aux excitations appropriées en procurant une satisfaction, soit que, par un mécanisme encore peu compréhensible, une satisfaction provenant d'autres sources produise en même temps une excitation sexuelle qui retentira d'une façon particulière sur la zone génitale. Nous avons dû avouer, à notre regret, qu'il ne nous était pas possible de donner une explication satisfaisante des rapports existants entre l'excitation sexuelle et la satisfaction sexuelle, comme des rapports à établir entre l'activité de la zone génitale et celle des autres sources de la sexualité. En étudiant les troubles névrotiques, nous avons aperçu que, dans la vie sexuelle de l'enfance, existe dès le début un commencement d'organisation entre les composantes pulsionnelles sexuelles. Dans une première phase, qui se place très tôt, l'érotisme oral est prépondérant. Une deuxième organisation prégénitale est caractérisée par la prédominance du sadisme et de l'érotisme anal. C'est seulement dans la troisième phase, qui chez l'enfant ne se développe que jusqu'au primat du phallus, que la vie sexuelle est déterminée par la contribution qu'apportent les zones génitales proprement dites. Nous avons dû constater ensuite, à notre grande surprise, que cette première vie sexuelle infantile, de 2 à 5 ans, mène au choix d'un objet. Elle est accompagnée d'activités psychiques les plus variées, de sorte que cette phase, malgré le défaut de coordination des composantes pulsionnelles et en dépit de l'incertitude du but sexuel, peut être considérée comme un important précurseur de l'organisation sexuelle définitive. Le fait que le développement sexuel s'accomplit en 2 poussées successives, autrement dit qu'il y a interruption par la période de latence, nous a paru digne d'une attention particulière. En effet, c'est là une des conditions qui permettent à l'homme le développement vers une civilisation plus élevée. Nous y trouvons aussi l'explication des prédispositions aux névroses. Chez les animaux apparentés à l'homme, nous ne connaissons rien d'analogue. Pour retrouver les origines de cette particularité dans le développement humain, il faudrait remonter à la préhistoire. Nous ne saurions dire quel est le degré d'activité sexuelle pendant l'enfance, devant être considéré comme normal et n'entravant pas le développement ultérieur. Nous avons montré que les manifestations sexuelles infantiles présentaient surtout un caractère masturbatoire.
Nous avons ensuite constaté, en nous appuyant sur l'expérience, que les influences extérieures de la séduction pouvaient produire des interruptions prématurées de la période de latence, et même la supprimer, et que la pulsion sexuelle de l'enfant se révélait alors perverse polymorphe. Enfin, nous avons vu que toute activité sexuelle prématurée, produite de cette manière, rendait l'éducation de l'enfant plus difficile. Bien que nos connaissances sur la vie sexuelle infantile présentent de grosses lacunes, nous avons tenté d'analyser les changements amenés par la puberté. Au nombre de ces changements, nous avons considéré comme particulièrement important la subordination de toutes les excitations sexuelles, quelle que soit leur origine, au primat des zones génitales. Ensuite, le processus par lequel est trouvé l'objet. Ces deux phénomènes sont préfigurés dès l'enfance. La subordination des excitations sexuelles s'opère par un mécanisme qui utilise le plaisir préliminaire de telle manière que les actes sexuels, jusque-là indépendants les uns des autres, deviennent préparatoires à l'acte sexuel nouveau, dans lequel le plaisir atteint son point culminant et l'excitation sexuelle prend fin. Nous avions à tenir compte dans notre analyse de la différenciation de l'être sexuel devenant respectivement homme et femme, et nous avons trouvé que, pour produire la femme, un refoulement nouveau est nécessaire, en vertu duquel une partie de la virilité infantile de la femme disparaît, la préparant à substituer une zone génitale directrice à une autre. Enfin, nous avons constaté que le choix de l'objet était indiqué par des ébauches esquissées pendant l'enfance et reprises lors de la puberté, c'est-à-dire les affections de l'enfant pour ses parents et les personnes de son entourage. D'autre part, le choix, en vertu de la barrière opposée entre temps et l'inceste, se détourne de ces personnes et se reporte sur d'autres qui leur ressemblent. Ajoutons encore, pour terminer, que pendant la période transitoire de puberté, les processus de développement physique et psychique s'accomplissent d'abord sans lien entre eux, jusqu'au moment où l'irruption d'un mouvement amoureux intense, de caractère psychique, retentissant sur l'innervation des parties génitales, l'unité caractéristique de la vie amoureuse normale est enfin réalisée. Facteurs pouvant amener des troubles dans le développement. Chaque étape de cette longue évolution peut devenir un point de fixation. Chaque assemblage de cette combinaison compliquée peut donner lieu à une dissociation de la pulsion sexuelle, ainsi que plusieurs exemples nous l'ont déjà montré. Il nous reste à énumérer les divers facteurs internes ou externes capables de troubler le développement, et à dire sur quelle partie du mécanisme ils agissent. Remarquons toutefois que, dans une telle énumération, les facteurs ne seront pas tous d'une égale importance, et qu'il sera malaisé de les apprécier à leur juste valeur. Constitution et hérédité. Il faut citer ici en premier lieu les différences congénitales des constitutions sexuelles, probablement d'une importance décisive, mais dont les caractères ne peuvent être saisis que par déduction en partant des manifestations ultérieures, et encore sans que nous puissions arriver à une certitude absolue. Nous croyons que ces différences consistent en une prépondérance de telle ou telle source de l'excitation sexuelle, et nous supposons qu'elles doivent en tout cas se manifester dans l'activité résultante finale, même si celle-ci se trouve contenue dans les limites du normal. Ceci ne veut évidemment pas dire qu'on ne puisse imaginer des variations dans la disposition originelle qui, nécessairement, et sans l'intervention d'autres facteurs, créent une vie sexuelle anormale. On désignera ces variations sous le nom de dégénérescence, et on pourra y voir les symptômes d'une détérioration héréditaire. Je rapporterai à ce sujet une curieuse observation. Chez plus de la moitié des malades que j'ai traités pour hystérie grave, névrose obsessionnelle, etc., j'ai constaté une syphilis du père reconnue et soignée antérieurement au mariage, soit que le père ait été tabétique ou paralytique général, soit qu'on ait pu retrouver le syphilis par l'anamnèse. J'insiste particulièrement sur ce fait que les enfants névrosés n'avaient aucun stigmate de syphilis, de sorte que l'anomalie dans le caractère sexuel devait être considérée comme un dernier aboutissant d'une hérédité syphilitique. Et sans vouloir dire que la descendance de parents syphilitiques est la condition étiologique régulière et nécessaire d'une constitution névropathique, je crois que les coïncidences observées ne sont pas le fait du hasard, et qu'on doit leur laisser leur importance. En ce qui touche les cas de perversion positive, les conditions héréditaires sont moins bien connues, car elles se dérobent à nos moyens d'investigation. Pourtant, on a des raisons de supposer qu'il y a analogie entre les névroses et les cas de perversion. On rencontre en effet, assez souvent dans la même famille, des cas de perversion et des psychonévroses répartis entre les deux sexes de la manière suivante. Les hommes, ou au moins l'un d'eux, atteints de perversion positive,
tandis que les femmes, par suite de la tendance au refoulement propre à leur sexe, présentent une perversion négative, soit l'hystérie. Cela est une preuve de plus des rapports essentiels que nous avons constatés entre ces deux sortes de troubles morbides. Élaboration ultérieure. Il serait toutefois erroné de croire que le jeu des diverses composantes de la constitution sexuelle déterminera à lui seul la forme que prendra la sexualité. Elle reste conditionnée par l'extérieur, et des possibilités ultérieures sont données selon le sort que subissent les afflux sexuels provenant des différentes sources. C'est l'élaboration ultérieure qui constitue l'élément décisif. Et la même constitution peut conduire à 3 formes de développement possibles. Petit 1, si toutes les dispositions conservent entre elles leur rapport et se renforcent par la maturité, le seul résultat possible est une vie sexuelle perverse. L'analyse de pareilles anomalies constitutionnelles n'a jamais encore été poussée à fond. Et pourtant, nous connaissons déjà des cas qui peuvent être expliqués facilement par cette seule hypothèse. Aussi, certains auteurs estiment-ils que toute une série de perversions par fixation suppose nécessairement une faiblesse congénitale de la pulsion sexuelle. Sous cette forme, la thèse ne me paraît pas soutenable, mais elle est féconde du moment que le terme de faiblesse constitutionnelle est appliqué à l'un des facteurs constitutionnels de la pulsion sexuelle, la zone génitale, à laquelle doit incomber plus tard la fonction de coordonner, dans un but de procréation, ces manifestations sexuelles jusqu'alors isolées. En effet, dans ce cas, l'intégration qui devait se faire au moment de la puberté ne peut réussir, et ce sera la plus forte des autres composantes sexuelles qui prévaudra sous la forme de perversion. Refoulement. Petit 2, on arrive à un résultat entièrement différent si, au cours du développement, certaines composantes sexuelles que nous supposerons excessives subissent un refoulement qui, ne l'oublions jamais, n'équivaut pas à une disparition. Les excitations sont produites de la même manière qu'auparavant, mais sont détournées de leur but par une inhibition psychique et sont dirigées sur d'autres voies jusqu'au moment où elles s'extérioriseront sous la forme de symptômes morbides. Il peut en résulter une vie sexuelle normale, la plupart du temps diminuée, il est vrai, et ayant des psychonévroses pour complément. Ce sont précisément des cas qui nous sont bien connus par les observations psychanalytiques que nous avons faites sur des névrosés. La vie sexuelle a commencé comme celle des pervers. Toute une partie de leur enfance a été remplie par une activité sexuelle perverse qui, parfois même, s'est étendue bien au-delà de la puberté. Ensuite, pour des raisons intérieures, en général avant la puberté, mais parfois aussi après, s'opère une transformation par suite de refoulement. Et dès lors, sans que les anciennes tendances disparaissent, la névrose se substitue à la perversion. Cela nous rappelle l'adage « jeune catin, vieille dévote ». Mais dans le cas présent, la jeunesse a été bien courte. Cette substitution de la névrose à la perversion dans la vie de l'individu, la répartition de cas de perversion et de névrose dans une même famille, tout cela doit être rapporté au fait que la névrose constitue le négatif de la perversion. Petit 3. Il peut y avoir une troisième issue, dans le cas d'une constitution anormale, par le processus de la sublimation. Les excitations excessives découlant des différentes sources de la sexualité trouvent une dérivation et une utilisation dans d'autres domaines, de sorte que les dispositions dangereuses au début produiront une augmentation appréciable dans les aptitudes et activités psychiques. C'est là une des sources de la production artistique, et l'analyse du caractère d'individus curieusement doués en tant qu'artistes indiquera des rapports variables entre la création, la perversion et la névrose, selon que la sublimation aura été complète ou incomplète. Il semble bien que la répression par formation réactionnelle, qui, comme nous l'avons vu, commence à se faire sentir dès la période de latence pour continuer pendant toute la vie si les conditions sont favorables, doivent être considérées comme une espèce de sublimation. Ce que nous nommons caractère est en grande partie construit avec un matériel d'excitation sexuelle, et se compose de pulsions fixées depuis l'enfance, de constructions acquises par la sublimation, et d'autres constructions destinées à réprimer les mouvements pervers qui ont été reconnus non utilisables. Il est ainsi permis de dire que la disposition sexuelle de l'enfant crée, par formation réactionnelle, un grand nombre de nos vertus. Expérience accidentelle. En regard des processus que nous avons énumérés, poussée sexuelle, refoulement et sublimation, toutes les autres influences sont d'une importance secondaire. Si l'on considère les refoulements et sublimations comme une part des dispositions constitutionnelles de l'individu, comme en étant les manifestations mêmes,
On peut dire que la forme définitive prise par la vie sexuelle est avant tout le résultat d'une constitution congénitale. Mais on ne peut contester que, tout en admettant la coopération des différents facteurs, il faut néanmoins faire une place à certaines influences provenant d'expériences fortuites, soit pendant l'enfance, soit à un âge plus avancé. Il n'est pas facile d'évaluer l'importance relative des facteurs constitutionnels et des facteurs accidentels. Du point de vue théorique, on sera toujours porté à surestimer les premiers, tandis que dans la pratique thérapeutique, l'importance des seconds prévaudra. Quoi qu'il en soit, on ne devra pas oublier qu'entre les deux séries de facteurs, il y a coopération et non exclusion. Le facteur constitutionnel a besoin, pour être mis en valeur, d'expériences vécues. Le facteur accidentel ne peut agir qu'appuyé sur une constitution. Dans la plupart des cas, on peut imaginer une série complémentaire, où les intensités décroissantes de l'un des facteurs sont compensées par les intensités croissantes de l'autre, ce qui toutefois ne peut servir de prétexte pour nier l'existence de cas extrêmes au debout de la série. Dans le domaine des facteurs accidentels, la psychanalyse accorde une place prépondérante aux expériences de la première enfance. La série étiologique se diviserait en deux, dont l'une serait la série des prédispositions et l'autre la série définitive. Dans la première de ces séries, il y aurait action connexe de la constitution et des expériences réalisées dans l'enfance. De même que dans la seconde série, se combinerait l'action des prédispositions et des expériences ultérieures traumatisantes. Toutes les circonstances défavorables au développement sexuel ont pour effet de produire une régression, c'est-à-dire un retour à une phase antérieure de développement. Revenons à l'énumération des facteurs exerçant une influence sur le développement sexuel. Précocité. Parmi les facteurs importants, mentionnons la précocité sexuelle spontanée, qui se retrouve invariablement dans l'étiologie des névroses, bien qu'elle ne puisse être à elle seule la cause suffisante du processus morbide. Elle se manifeste par une interruption, une abréviation ou une suppression de la période de latence infantile, et occasionne des troubles en provoquant des manifestations sexuelles qui ont nécessairement le caractère de perversion, étant donné le faible développement des inhibitions sexuelles d'une part, et d'autre part l'état encore rudimentaire du système génital. Ces dispositions à la perversion peuvent se maintenir telles, ou pourront, après un refoulement préalable, prédisposer à des névroses. En tous les cas, la précocité sexuelle aura pour effet de rendre plus difficile la domination désirable de la pulsion sexuelle par les instances psychiques supérieures à un âge plus avancé. Elle augmentera encore le caractère inhérent aux manifestations psychiques de la pulsion sexuelle. La précocité sexuelle va souvent de pair avec la précocité intellectuelle, et comme telle se retrouve dans l'enfance des individus les plus éminents. Dans ce cas, elle ne paraît pas être pathogène au même degré que lorsqu'elle est isolée. Le facteur temps. Au même titre que la précocité, le facteur temps réclame une attention toute particulière. La phylogénèse a pu fixer l'ordre dans lequel les différentes pulsions entrent en activité, et déterminer la durée de leur manifestation avant qu'elles ne disparaissent sous l'influence d'une pulsion nouvelle, ou par suite d'un refoulement caractérisé. Pourtant, dans la succession aussi bien que dans la durée de ces pulsions, il semble bien qu'il y ait des variations qui peuvent être, quant au résultat final, d'une importance décisive. Il n'est pas indifférent qu'un courant surgisse plus tôt ou plus tard que le courant contraire, car l'effet d'un refoulement ne peut être annulé. Si l'ordre d'apparition des composants de la pulsion sexuelle varie, le résultat en sera changé. D'autre part, la disparition de certaines pulsions qui parviennent au premier plan peut être d'une rapidité surprenante. Par exemple, les rapports hétérosexuels des futurs homosexuels avérés. Les tendances de l'enfant, quel que soit le caractère violent de leur irruption, ne justifient pas la crainte qu'elles dominent le caractère de l'adulte de manière durable. On peut aussi bien s'attendre à ce qu'elles disparaissent pour faire place à la tendance contraire. Les raisons qui motivent les perturbations d'ordre temporel dans le processus de développement nous échappent complètement. Nous ne faisons qu'entrevoir au loin un groupe de problèmes biologiques, et peut-être aussi historiques, dont nous n'approchons pas encore assez pour pouvoir les attaquer. Persévération. L'importance de toutes les manifestations sexuelles précoces s'augmente par le fait d'un facteur psychique dont l'origine ne nous est pas connue et dont nous ne pouvons faire état que d'une manière toute provisoire. Il s'agit de la persévération ou capacité de fixation des impressions de la vie sexuelle, caractère que l'on retrouve chez de futurs névrosés ou chez des pervers dont il faut tenir compte dans le tableau clinique. En effet, les mêmes manifestations sexuelles précoces n'exercent pas sur d'autres sujets une influence assez profonde pour les forcer à la répétition compulsive et imprimer ainsi pour la vie une direction à leur pulsion sexuelle.
Peut-être une des raisons qui nous explique le caractère de cette persévération se trouve-t-elle dans un fait psychologique sans lequel on ne saurait préciser l'étiologie des névroses. Nous voulons dire la prépondérance des vestiges laissés dans le souvenir sur les impressions plus récentes. Ce fait psychologique dépend certainement du degré de développement intellectuel et gagne en importance à mesure que l'individu est plus cultivé. On a dit en parlant des sauvages qu'ils étaient les malheureux enfants du moment. Étant donné le rapport antagoniste qu'il y a entre la civilisation et le libre développement de la sexualité, rapport dont on peut suivre les effets longtemps après dans la forme que prendra notre vie, il est de la plus grande importance, dans les civilisations avancées, de savoir comment s'est développée la vie sexuelle de l'enfant, tandis que, dans les civilisations inférieures, ce développement présente peu d'intérêt. Fixation. L'influence favorable qu'exercent les facteurs psychiques que nous venons d'énumérer est renforcée par les incitations accidentelles pendant le temps de la sexualité infantile. Celles-ci créent des états sexuels qui, avec l'aide des éléments psychiques plus haut mentionnés, peuvent se fixer et devenir par là même pathologiques. Une bonne part des déviations sexuelles qu'on peut remarquer chez l'adulte névrosé ou pervers est due à des impressions subies pendant l'enfance, soi-disant asexuelles. Au nombre des causes, il faut donc compter la constitution, la précocité, un accroissement de la persévération et enfin les excitations fortuites de la pulsion sexuelle par des influences extérieures. En terminant notre livre, nous devons avouer à notre regret que nos recherches sur les troubles de la vie sexuelle indiquent bien l'insuffisance de nos connaissances quant au processus biologique qui en constitue l'essence. Nous ne pouvons donc former, avec nos aperçus isolés, une théorie capable d'expliquer suffisamment les caractères normaux et pathologiques de la sexualité.